Imagine une société où la prison n'a ni mur ni barreaux, une cage invisible dont les occupants ne songent même pas à s'échapper. C'est l'avenir qu'Aldous Huxley avait pressenti dans son roman dystopique Le meilleur des mondes. Il entrevoyait un pouvoir plus subtil que la contrainte physique, celui du plaisir permanent. Pas besoin de menottes ni de coups quand les gens choisissent d'eux-mêmes ce qui les enchaîne. L'amusement continu agit comme un anesthésiant. Quand l'esprit est saturé de distractions, il n'a plus l'élan de questionner, de contester ou de chercher une vie plus profonde. Huxley comprenait qu'une société gavée de divertissement n'a pas besoin de réprimer les révoltes, car celles-ci naissent de la douleur. La souffrance pousse les foules à se rassembler, à exiger le changement. Le plaisir, au contraire, isole. Chacun se replie dans sa bulle, avec ses écrans, ses jeux, ses petites ivresses. Le contrôle devient volontaire. Personne n'oblige à faire défiler un fil de vidéo, à vérifier compulsivement les notifications, à s'acheter un nouvel objet pour ressentir un bref frisson. On y revient parce que c'est facile, confortable, apparemment inoffensif, mais derrière ce vernis se cache un piège. Celui d'une existence douce et sans relief, où l'on cesse de grandir et de se connaître. Notre monde moderne ressemble déjà à cette fabrique de bonheur artificiel. La publicité crée des désirs qui n'existaient pas une heure plus tôt, promettant qu'un produit donnera l'éclat ou la joie. On achète, on savoure une étincelle de satisfaction, puis un nouveau manque apparaît. Rien de tout cela n'est mauvais en soi. Regarder un bon film, partager un repas ou se faire plaisir à l'occasion. Le danger survient quand la distraction devient un réflexe, quand on ne peut plus rester seul avec ses pensées. Les émotions s'atrophient comme un muscle inutilisé. Plus de patience, moins de courage, une compassion affaiblie. On devient prévisible, facile à manipuler, parce qu'on réagit toujours en quête d'une dose supplémentaire de plaisir superficiel. Dans le roman de Huxley, une drogue nommée soma effaçait la tristesse et l'angoisse. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette pilule magique, mais nous avons ses équivalents. Les réseaux sociaux sont un soma numérique. Un like, un commentaire, une vidéo amusante, et pour un instant, la solitude disparaît. La pornographie offre un plaisir rapide sans les efforts d'une relation réelle. L'achat impulsif, lui, donne l'illusion de combler un vide, mais la joie se dissipe aussitôt. Même certains médicaments, lorsqu'ils sont pris pour fuir toute émotion désagréable plutôt que pour soigner, peuvent jouer ce rôle d'anesthésiant. Dans chaque cas, la promesse est la même. Soulager sans affronter, calmer sans transformer. Ce cycle crée une servitude volontaire. Nous croyons choisir, mais c'est notre désir qui nous choisit. Étienne de la Boétie l'avait déjà remarqué. La liberté demande effort et responsabilité, l'esclavage offre sécurité et confort. Les chaînes d'aujourd'hui sont invisibles, tissées de plaisirs acceptés comme une addiction socialement encouragée. On croit jouir d'une totale liberté parce qu'on peut consommer, s'amuser, se distraire à volonté. En réalité, on ne peut plus s'empêcher de le faire. L'excès de confort finit par affaiblir la faculté d'agir, de s'indigner, de défendre ce qui compte. On se replie sur une bulle privée pendant que la vie collective se délite. L'apathie politique en est le symptôme. Tant que l'écran captive, le pouvoir agit sans opposition. Le mental lui-même devient un tumulte incessant, nourri par l'information et les distractions. Retrouver le silence, même quelques minutes, peut d'abord sembler insupportable, mais c'est là que surgit la clarté. Les sages, de toutes les traditions, savaient que l'esprit ne peut se connaître que dans la tranquillité. Comme un lac qui ne révèle son fond que lorsque les eaux se calment, la conscience ne dévoile sa profondeur qu'à travers le calme et l'attention. À force d'être traités comme de grands enfants, nous perdons la capacité de tolérer l'inconfort. Le moindre contretemps, un réseau lent ou une file d'attente devient insupportable. Cette infantilisation est un outil de contrôle, car un peuple avide de gratification immédiate ne questionne plus l'autorité. Nietzsche parlait du dernier homme, cet être qui préfère une petite vie confortable à une existence risquée mais libre. C'est exactement ce que redoutait Huxley. Une humanité qui choisit la facilité plutôt que la grandeur. Pourtant, la sortie de ce cercle existe. Elle ne passe ni par l'ascétisme, ni par le rejet de tout plaisir,
mais par une conscience plus fine de nos impulsions. Avant de céder à une distraction, prenez quelques secondes pour vous demander « Qu'est-ce que je fuis ? Qu'est-ce que je cherche vraiment ?» Cet instant de pause brise l'automatisme. On peut aussi instaurer de courts jeûnes de divertissement, par exemple une journée sans réseaux sociaux, une soirée sans musique, ni écran pour simplement mesurer notre dépendance et réapprendre à choisir. Parallèlement, cultiver des plaisirs qui exigent une présence, comme marcher dans la nature, créer ou partager une conversation profonde. Tout cela nourrit l'âme au lieu de l'endormir. Accueillir les émotions difficiles fait aussi partie de ce chemin. La tristesse, la peur, la solitude sont des enseignants exigeants mais précieux car ils révèlent nos besoins réels, aiguisent la compassion et nous ouvrent la porte à une joie plus authentique. Les plaisirs conscients comme l'art, l'amitié et l'amour véritable ne sont pas des évasions, mais des expériences qui élargissent l'être. Ils ne nous séparent pas du monde, ils nous y ancrent. En fin de compte, Huxley ne nous invitait pas à fuir le plaisir, mais à refuser l'illusion d'un bonheur sans effort. La vraie liberté naît lorsque nous cessons d'être hypnotisés par ce qui brille et que nous acceptons la part rugueuse de l'existence. C'est une route plus exigeante, mais infiniment plus vivante. Chaque fois que nous nous apprêtons à chercher une distraction, une question peut servir de guide. Ce geste me libère-t-il ou m'enchaîne-t-il ? Dans la réponse sincère se trouve peut-être la première étape vers une joie qui n'a plus besoin de barreaux invisibles.